Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. On est ici pour parler football. On est en pleine Coupe du Monde. Les Bleus viennent de se qualifier pour le demi. Victor, on a regardé le match ensemble. Bienvenue. Salut Sherazade. On a regardé le match ensemble, les Bleus sont qualifiés, donc tout va bien. On a le sourire, ça aurait pu être un peu plus dur, mais on va y revenir dessus. Ça s'est plutôt bien placé pour l'équipe de France. On est aussi accompagné de Nordine Ali Saïd, journaliste et commentateur sportif. Vous êtes là pour parler avec nous du match, du mondial, de tout ce qui a pu se passer pendant ce mois. Bonjour, un plaisir d'être avec vous. Victor, un petit débrief de ce France-Maroc qui a été première mi-temps assez compliqué, un peu de stress. Assez mitigé, il y a eu du stress quand même, c'était pas évident. C'était le premier match en fait pour l'équipe de France dans lequel on rentrait dans ces quarts de finale où il y a l'élimination directe, il y a la capacité de perdre un match même si on le domine. Ça a été le cas pendant 45 minutes. Kylian Mbappé a manqué un penalty, l'équipe de France a dominé mais sans ouvrir le score. Ça s'est vraiment décanté à partir de l'heure de jeu. Un but de l'inévitable Kylian Mbappé, 8 buts pour ce mondial, puis Dembélé a débloqué la chose quelques minutes plus tard. Au final, une qualification aisée. On peut dire aisé et en tout cas avec beaucoup de sérénité. 3e demi-finale d'affilée en Coupe du Monde pour Didier Deschamps et son équipe. Nordine, vous aussi, vous avez regardé, je suppose, ce match qui était tant attendu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous avez ressenti ça comment? C'est un match qui montre la totale maîtrise des Bleus. Mine de rien, comme vous l'avez dit, c'était pas facile en première mi-temps, même si Kylian Mbappé rate un penalty. Mais on voit quand même une équipe solide défensivement, une équipe qui, dans tous les compartiments de jeu, est capable de dominer son adversaire. On y reviendra peut-être, mais le Maroc n'a pas joué son jeu de d'habitude, vu la suspension de Saïbari et les changements de l'entraîneur marocain. Mais l'équipe de France sait pratiquement tout faire et on l'a vu que juste par la présence de certains joueurs sur le terrain, les défenseurs adverses reculent, ont peur et ça donne des situations de but ou des buts comme on l'a vu avec Dembélé ou Mbappé. Donc c'est une équipe qui sait très bien défendre et très bien attaquer et du coup ça rend les matchs faciles. C'est une équipe qui est favorite du mondial depuis le début. C'est quelque chose qui se confirme au fur et à mesure des matchs. Ça se confirme parce que en France, les seules interrogations, c'était un peu des réminiscences de la Coupe du Monde aux années 2002 où on avait chaque meilleur buteur des 5 grands championnats. On avait Trezeguet, il y avait Thierry Henry et tous ces joueurs-là faisaient peur au monde et au final, l'équipe de France a tout perdu, a perdu en phase de poule. Alors que cette Coupe du Monde-là, il y a Olysée qui est un très bon joueur collectif, Mbappé, Dembélé. Il y a eu un soupçon de peut-être que ça va être trop de bons joueurs d'un coup. Et au final, ce qui marche très bien dans cette équipe, c'est que les égos matchent bien. Un joueur comme Dembélé, qui a certes eu le Ballon d'Or, a gagné 2 fois la Ligue des Champions, accepte de ne pas jouer à sa position du Paris Saint-Germain. Et un joueur comme Mbappé prend tout sur son dos et l'assume bien. Et un joueur comme Olysée, lui, c'est un joueur de collectif. Donc au final, tout ça se marie bien avec Doué et Barcola, qui les deux acceptent ce rôle de substitut, de changer. Donc au final, tout se marie bien, tant mieux pour les Bleus, que ces égos prennent et que le football en soit grandi. À ce niveau, l'équipe de France, on peut le voir, on a des images probablement qui vont arriver à Marseille, on a pu filmer un peu aux différents endroits de Marseille ce qui s'est passé. C'est étonnant en fait parce qu'on se retrouve avec une énorme sérénité, il y a un vrai engouement autour de l'équipe de France qui est réjouissant, qui est emballante avec, comme tu l'as dit, en fait, beaucoup de talent. Mais il y a aussi en fait une ambiance qui n'est pas la même de 2018 où il y avait une pression énorme et des énormes célébrations. On n'est pas dans ça aujourd'hui, on commence à être habitué à voir l'équipe de France s'inviter en demi-finale fréquemment de Coupe du Monde. Vous voyez sûrement les images à l'écran, c'est quand même une ambiance. C'est une ambiance, c'est la Coupe du Monde, évidemment, il y a forcément, mais on sent qu'on attend encore de grimper d'un niveau pour aller chercher peut-être l'Espagne ou la Belgique. Le match se jouera ce soir à 21h. Justement, à Marseille, on sait qu'il y a quand même une grande diaspora franco-marocaine. Donc tout le monde s'est mélangé. Il y a eu des supporters marocains et des supporters français. On sait que la binationalité, ça se retrouve aussi dans les sélections du mondial. Mila, elle est là pour nous parler justement de cette binationalité qui parfois est compliquée à... Oui, exactement, Chéra. En fait, cette Coupe du Monde, on pourrait dire que plus que toutes les années précédentes, c'est la Coupe du Monde des binationaux. On en a eu un exemple hier soir avec le match France-Maroc. En fait, au-delà de son importance pour la compétition, c'était un match très particulier pour 6 joueurs des Lions de l'Atlas. Ils sont nés, ont grandi et pour certains ont même été formés dans l'Hexagone. Et pourtant, hier, ils défendaient les couleurs du Maroc contre leur pays natal. Alors cette situation, elle est déjà arrivée 2 fois, c'était la 3e fois consécutive pour le Maroc, après les Pays-Bas et le Canada. Mais ce phénomène dépasse largement la seule sélection marocaine. En fait, depuis 2021, la FIFA a facilité le changement de sélection pour les binationaux. Résultat, cette année, 289 joueurs sur les 1248 de ce mondial ne représentent pas leur pays de naissance. Ça représente quand même 23% des joueurs
contre 13% en 2018. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait qu'il y a une telle augmentation? On parle quand même, 5%, c'est conséquent pour une compétition où il y a plus de 1000 joueurs. En fait, il y a 2 raisons. La première est mécanique. Cette année, on passe de 32 à 48 équipes, donc ça fait 16 sélections en plus, souvent plus petites et avec moins de vivier local. Donc forcément, on a besoin d'aller chercher plus chez les joueurs binationaux. L'exemple extrême, c'est Curaçao. Sur les 26 joueurs de l'équipe, 25 sont nés aux Pays-Bas et un seul était né sur l'île. Et évidemment, c'est la colonisation aussi qui explique ce fonctionnement. La France, avec sa lourde histoire coloniale, est le pays de naissance le plus représenté dans ce mondial. 99 des joueurs de ce mondial sont nés sur le territoire français, 23 jouent pour les Bleus, mais du coup les 76 autres sont répartis dans 12 sélections, dont 7 qui sont des anciennes colonies du protectorat français. Au-delà de cette histoire coloniale, on peut imaginer qu'il y a des raisons sportives à tout ça. Comment ça fonctionne à ce niveau? Oui, complètement. Et Théo et Célien ont interviewé le sociologue Jean-Baptiste Guégan là-dessus, et il est assez clair, je vous laisse écouter ce qu'il raconte. Les conditions dans les sélections, notamment africaines, se sont grandement améliorées. Il y a un énorme travail de ciblage des binationaux par les autres fédérations. Le choix, il est d'abord émotionnel, il est moins finalement business qu'il n'a été à un moment. C'est d'abord avant tout un attachement identitaire et familial. Donc vous l'avez vu, pour les sélectionneurs, d'abord, il s'agit de chercher activement ces joueurs. C'est un vrai travail de scouting et de séduction, parfois des années avant la compétition. Et du côté des joueurs, il y a d'abord le choix du cœur, le choix émotionnel, identitaire, celui de défendre les couleurs de son pays d'origine, de celui de ses parents, de ses grands-parents. L'un des exemples les plus parlants de cette Coupe du Monde, c'est celui des 2 frères Doué. Le plus jeune, Désiré, joue pour l'équipe de France, ça ne vous aura pas échappé. Et son grand frère, Guéla, a choisi de représenter la Côte d'Ivoire, le pays de leur père. Évidemment, il y a aussi l'opportunité que représente le fait de jouer une Coupe du Monde pour un footballeur, qui peut aussi précipiter et orienter ce choix. Donc au-delà du score, si vous deviez retenir une image du match d'hier, c'est celle des 2 joueurs du Maroc, Bouadi et El Ainaoui, sur la pelouse de Boston, face au pays où ils sont nés et où ils ont grandi. Ce n'était pas juste un quart de finale, c'était surtout le résultat d'un siècle d'histoire coloniale, d'un règlement FIFA assoupli, de nouvelles stratégies de sélection et du choix, un jour, de la part des joueurs, de choisir entre le pays où ils sont nés et le pays de leurs grands-parents. Merci Mila. Nordine, on sait que c'est compliqué parfois de choisir entre 2 nationalités. On a le cas avec Ayoub Bouadi qui a joué donc aux couleurs du Maroc hier. Pourtant, c'est un joueur donc, de 18 ans qui a été formé toute sa jeune carrière avec la sélection jeune de l'équipe de France. Vous comprenez ce choix de cœur? Justement, ce qui est en train de changer, c'est que les joueurs décident de plus en plus tôt. On a souvent eu dans les années 2000, 2010, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des joueurs qui attendaient, qui voulaient l'équipe de France. Ils ne le disaient pas comme ça, mais ils voulaient l'équipe de France. Et quand ces joueurs-là voyaient que c'était bouché pour eux, parce que le niveau était trop élevé chez les Bleus, ben ces joueurs-là partaient vers une de leurs nations d'origine, où il y avait certainement le cœur qui jouait. C'était une décision pas prise par défaut, mais certains le voyaient comme une décision prise par défaut. Et depuis une dizaine d'années, les nations africaines que je suis beaucoup se structurent, notamment le Maroc qui a tout organisé sur la formation de ces jeunes avec l'Académie Mohamed VI. Le Maroc investit beaucoup de millions d'euros sur ces sélections. Et du coup, c'est plus facile d'attirer des jeunes joueurs. Vous avez parlé d'Ayoub Bouadi, il y a aussi Jessim Yassine, qui a remporté le mondial U20 avec cette équipe du Maroc il y a quelques mois. Il n'a pas hésité, il a dit moi, je vais avec le Maroc. Et peut-être qu'un Jessim Yassine, il y a quelques années, aurait attendu. Donc c'est un peu un cercle vertueux, ou le serpent qui se mord la queue. Quand ces nations progressent, ces nations peuvent facilement attirer d'autres joueurs. Et il y a des joueurs qui, du coup, acceptent plus de jouer, représenter leur nation d'origine, où il y a plus de structure, et c'est plus valorisant pour eux de jouer la Coupe du Monde avec ces pays-là. Toi, tu suis activement le football africain, comme tu l'as dit. C'est clairement comme des nations qui sont en première ligne sur ces questions. C'est pas les seuls, Mila l'a évoqué. Aujourd'hui, le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde. Ça veut dire que plus aucun pays représentant le continent n'est en liste pour aller chercher le mondial. C'est quoi le bilan de la Coupe du Monde des pays africains? On a vu qu'il y a eu 9 équipes des disqualifiées pour les 8e de finale, pour les 16e de finale, pardon. Mais finalement, est-ce qu'on considère ça comme une déception de voir le Maroc éliminé en quart? Donne-nous ton avis là-dessus. J'en discutais beaucoup, et c'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Le 9 sur 10, il est factuel. C'est vrai que ce sont des équipes, et ce sont des équipes où on n'attendait pas, par exemple, que le Cap-Vert sorte et arrive en 16e de finale.
Donc je prends l'exemple du Cap-Vert parce que c'est une équipe qui a été dans le groupe quand même de l'Uruguay, qui a été dans le groupe de l'Arabie Saoudite, donc ils ont de l'Espagne également, merci, je cherchais le dernier, donc et pas une petite équipe, j'ai oublié la plus belle équipe du groupe. Donc c'est une équipe justement, c'est une équipe qui est sortie de ses phases de poule. Donc moi je trouve que le bilan il est quand même positif. Maintenant là où il est négatif, c'est certaines grosses équipes africaines. Le Sénégal, qui m'a déçu notamment avec cette fin de match face à la Belgique. C'est pour ça que c'est un peu un paradoxe, parce qu'à la fois, je suis satisfait du bilan des équipes africaines. Eux aussi, je me dis que certaines équipes auraient dû mieux faire, notamment le Sénégal face à la Belgique, ou peut-être ce complexe d'infériorité, je ne sais pas, ou quelque chose d'irrationnel est entré en jeu dans ces équipes qui a fait qu'elles ont déçu. Donc moi, je dirais plutôt positif, mais... Très bien. Et puis globalement, on est là pour parler donc, du mondial dans son entièreté. On sait qu'il y a une particularité pour cette Coupe du Monde, c'est 48 sélections contre 32 auparavant. Qu'est-ce que toi tu penses de cette nouveauté en fait? Ben, je suis peut-être à contre-courant sur la question, mais j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet de voir des sélections dont on n'aurait jamais eu l'existence, la connaissance. Vous avez parlé du Curaçao dans la chronique. Donc le Curaçao, c'est justement... une équipe qui n'était pas connue du tout, et le travail de Dick Advocaat, l'entraîneur hollandais qui a ramené cette équipe et les ramené sur le devant de la scène. Le Cap-Vert qu'on voit moins, c'est sa première Coupe du Monde, elles sont en 16e de finale face à l'Argentine. Donc le but c'est aussi de découvrir d'autres pays, des pays mineurs sur lesquels on peut s'identifier, où il y a des belles histoires aussi à raconter. Après, moi là où j'ai mon petit bémol, c'est plus le critère de qualification, on en parlera peut-être dans l'émission, mais les meilleurs troisièmes, je trouve que ça fait beaucoup et ça a l'air de faire une première phase à rallonge qui ne sert pas à grand-chose. Moi, j'aurais laissé ces 48 équipes, mais par contre, premier, deuxième qualifié et pas de meilleur troisième parce que du coup, on gagne le premier match, on est qualifié et on a l'impression que plus rien ne sert à grand-chose après. C'était les principales critiques qui sortaient, hein. C'était cette deuxième, troisième semaine un peu longue là sur cette phase de poule où en fait on attend, mais on connaît un peu finalement l'issue avec les équipes qui ont déjà gagné, comme tu le dis, qui sont déjà presque qualifiées. En France et en Europe, comme tu dis, tu es à contre-courant, on a un peu le discours, bon, il y a des équipes qui ont rien à faire ici, l'Ouzbékistan n'a rien à faire ici, le Cap-Vert au début de la compétition on dit qu'ils ont rien à faire ici. Est-ce que c'est pas un discours qui est un peu européano-centré parce qu'on évolue avec des sélections qui ont des moyens, qui ont des structures hyper performantes depuis le plus jeune âge, c'est pas le cas des autres nations. Est-ce que finalement dans le reste du monde, on voit plutôt ce format à 48 comme l'universalisme du football où tout le monde a le droit de jouer au ballon et tout le monde a le droit de participer à la Coupe du Monde? Comme je disais tout à l'heure pour les nations africaines, mais c'est pour toutes les nations, notamment l'Ouzbékistan, c'est un cercle vertueux. Si l'Ouzbékistan fait une Coupe du Monde, elle a du coup, j'imagine que la fédération a reçu une prime. Avec cette prime-là, elle va pouvoir développer ses infrastructures. Et cette équipe d'Ouzbékistan, elle a 4 ans pour progresser, ramener une autre génération et de faire encore mieux. Ça va être ça l'enjeu, c'est que ces équipes-là, ce ne soit pas un one-shot. Après, si d'autres équipes arrivent et se greffent à ce mondial à 48 équipes, tant mieux, bravo. Mais justement, le but, c'est que ces nations qui nous ont montré de belles histoires, notamment, je parle de l'Iran aussi, de l'Irak également, des beaux matchs face à la Norvège, mais ces équipes-là doivent capitaliser pour revenir. Donc pour moi, au contraire, c'est un cercle vertueux. Il faut que ces équipes prennent l'habitude des grandes compétitions pour y revenir, et c'est une vision européano-centrée, et on voit que justement, les équipes européennes, des fois, galèrent face à ces équipes-là. Parce que c'est bien beau, hein. Moi j'ai vu des matchs de qualification, l'Angleterre se qualifie à 35 points, elle gagne la Lettonie, la Lituanie, j'extrapole bien sûr, mais c'est des poules souvent assez faciles, et quand on arrive en Coupe du Monde, des nations qu'on a moins l'habitude de jouer, des footballs qui ont moins l'habitude d'être en avant, on les voit que ça met parfois des équipes européennes ou sud-américaines en difficulté. Sur la continuité, est-ce que c'est souhaitable alors de faire un format à 64 équipes? Parce que c'est ce qui se projette sur la Coupe du Monde 2030 potentiellement, avec une énorme édition pour le centenaire. Est-ce que justement la Coupe du Monde à 64 équipes, elle va dans la suite de cet universalisme? Et puis aussi, en plus, elle peut réduire le problème des meilleurs troisièmes avec finalement que des deuxièmes qui passent le premier et le deuxième. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je pense que c'est comme le mondial à 48 équipes, c'est la raison, nous, on reste sur des raisons football et d'équité, de se dire le meilleur troisième sera pas... Parce que là, il y a eu un problème, c'est que certains meilleurs troisièmes ont joué des deuxièmes, certains meilleurs troisièmes ont joué des premiers, donc il y avait un problème d'équité sur la compétition. La FIFA peut dire que c'est par rapport à cette raison-là qu'elle veut équilibrer les équipes, mais ce n'est pas la vraie raison. Donc c'est ça un peu qui est déceptif, c'est que ce n'est pas pour le football. Maintenant, si on revient au football, ça risque d'invisibiliser aussi ces belles histoires. C'est un dosage. 48, j'étais sceptique. Peut-être qu'à 64, je vous dirais
Moi, je m'adapte. Si je vois et que ça marche, je vous dirai autre chose dans quelques années. Là, pour l'instant, 48 équipes, c'est bien. Et 64, comme je vous l'ai dit, j'ai peur que ça rende moins visible certaines belles histoires et qu'on tombe dans un anonymat de la compétition où il y a des matchs, trop de matchs, et que du coup, les supporters se détachent. Vous le dites, il y a des belles histoires. On a aussi une autre belle histoire à nous, la France, qui va en demi-finale. Qu'est-ce que tu penses de tout ce parcours depuis la liste des Bleus annoncée jusqu'à aujourd'hui, cette demi? Ce parcours, je trouve que Deschamps doit être mis à l'honneur dans ce parcours. Pourquoi je parle de Didier Deschamps? Parce que j'ai été beaucoup, moi, critique sur son football, sur ce qu'il dégageait. Et je ne pensais pas qu'il allait réussir à s'adapter avec 4 joueurs de fort potentiel. On parle beaucoup des 4, mais c'est eux qui cristallisent l'attention de ses adversaires. Je pensais qu'il n'allait pas réussir. Parce qu'il a essayé plusieurs fois, la Coupe du Monde 2022, il a vu qu'Ousmane Dembélé n'y arrivait pas, il a sorti de l'équipe. Deschamps, c'est le chantre de l'équilibre. Matuidi a fini ailier gauche, Rabiot a fini ailier gauche. Donc Didier Deschamps, c'est un entraîneur assez conservateur. Et sur cette Coupe du Monde, non, au contraire, il a laissé 4 talents offensifs. Il a essayé de faire entrer Ryan Cherki dans cette rotation. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça joue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Barcola et Doué. Et donc, c'est tout à son honneur parce qu'il arrive à bien faire jouer ces joueurs-là. C'est quand même ses caractères, ces joueurs à fort potentiel. Et collectivement, c'est quand même sympa d'avoir joué l'équipe de France. Et le danger peut venir de partout. Et ça, c'est tout à son crédit. Et pour l'instant, c'est réussi. Tu parles de danger, on y est clairement, les joueurs s'appellent même eux-mêmes les méchants, alors c'est sorti récemment. On a vraiment cette image, on voit les revues de presse chaque matin après une victoire des Bleus. La France fait juste peur et à toutes les défenses adverses, toutes les équipes adverses, on a vraiment une image assez effrayante, que ce soit sur la qualité de jeu, la qualité de l'effectif, la gestion des matchs qui se dégage de ces Bleus. C'est une équipe qui, quand on tombe sur 5-6 minutes des matchs de l'équipe de France, des fois on peut ne rien voir, on peut voir Rabiot, essayer de trouver devant des joueurs offensifs, mais c'est pas facile. Des fois on voit Upamecano qui essaye de relancer, mais ne trouve pas de solution. Sur 5-6 minutes, on peut isoler et se dire « Ah, cette équipe de France, elle a de la difficulté ». Mais on l'a vu notamment, par exemple face à la Suède, que quand ça se connecte, boum boum, action but. Et en fait, c'est la capacité à se créer des grosses occasions de cette équipe, je pense, qui fait peur au bloc adverse. Parce qu'on peut dominer comme on veut, mais si on ne se crée pas d'occasion, on ne fait pas peur à l'adversaire. Des équipes défendent bien, coulisses, et voilà. Mais l'équipe de France, en 2 secondes, peut se procurer 4, 5, 6 occasions franches. Cette capacité à avoir la possession de balle aussi. La possession. Récupérer plus. Moi, je dirais pas. C'est pas la possession de balle qui me frappe chez cette équipe, c'est la rapidité avec laquelle ils se construisent des actions. On l'a vu contre le Sénégal, une équipe en difficulté, qui n'y arrive pas. Le Sénégal avait beaucoup d'intentions, beaucoup d'actions sur le premier match de poule. Au final, l'équipe de France est à ça de gagner 4-0 ce match-là. Un top, un flop peut-être de ce mondial rapidement avant qu'on bascule sur autre chose. Un flop, vous êtes dur quand même. Quelque chose qui t'a non, plu, mais je dirais, soit joueur ou équipe. Je dirais top, mine de rien, Kylian Mbappé. Parce que c'est jamais facile de confirmer sur un statut. Donc on attend de lui quelque chose et surtout que il y avait des bruits négatifs. On va en parler justement, donc j'approfondis pas. Mais Kylian Mbappé en top. Et en flop, je dirais Ryan Cherki. Parce que c'est un joueur qui a fait une très grosse saison avec Manchester City. On attendait qu'il rentre plus que ça dans cette rotation. Et du coup, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu et ses entrées sont décevantes. C'est pas justement parce qu'il entre en fin de match que c'est compliqué On est sur un grand joueur qui a fait une saison pleine avec Manchester City. Donc 20 minutes en équipe de France, c'est 20 minutes en équipe de France. Il faut les bonifier, il faut montrer que tu es un bon joueur. Et c'est pas ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est un flop de cœur parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'aimerais le voir plus en vogue sur cette Coupe du Monde. On en attendra un peu plus pour Ryan Cherki, qu'on adore assez unanimement. Pardon, j'aurais dit Koundé sinon. Koundé, ok. Parce que vraiment, je trouve que ces matchs sont assez décevants. Mais j'en attendais pas plus de lui, c'est pour ça que je ne le mets pas en flop en fait. Après ce début un peu sportif, c'est l'heure du cooling break. La pause fraîcheur. La première de cela, il n'y voyait pas d'intérêt financier, messieurs les auditeurs, messieurs, dames. À l'inverse de la faire, ces pauses ne nous rapporteront rien. Nous, on s'en tient à la définition. Alors, on est avec Maxime. Salut Maxime. Salut. On est ici pour raconter les belles histoires de ce mondial, celles qui font sourire, celles qui rafraîchissent finalement. Et on commence avec une belle émotion d'un coach qui a fait son âge. Et oui, c'est le coach du Curaçao, Dick Advocat, qui devient le coach le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde. Il avait quitté son poste avant la compétition car sa fille est malade. Puis il est revenu, non sans émotion, l'entraîneur de 78 ans. A essuyé quelques larmes juste avant que ses joueurs affrontent l'Allemagne pour son premier match. Alors, deuxième histoire avec celui qui a peut-être une sacrée opportunité à saisir, car c'est aussi ça, la Coupe du Monde. Véritable surprise, le gardien star du Cap-Vert, Vozina, qui intéresserait de très près
l'Inter Miami de Lionel Messi. À 40 ans, le gardien de but est libre de tout contrat. Alors la star de ce mondial a choqué la planète foot lors de cette Coupe du Monde. Ses performances impressionnantes avec 7 arrêts contre l'Espagne, 8 contre l'Argentine. L'Argentine ont fait changer de dimension à ce gardien. Il est d'ailleurs passé de 50 000 abonnés avant la Coupe du Monde à 20 millions sur Instagram. Bon, rien que ça, c'est plus qu'Ousmane Dembélé et même 4 fois plus qu'Emmanuel Macron. C'est le gardien donc le plus suivi du monde. Bah, écoute, Maxime, toi, t'as pas pu accéder à ces matchs de ces gardiens. Non, on va pas faire le déplacement. Mais il y a des photographes qui sont donc fans de foot qui, eux, ont eu accès à ces matchs. Ils l'ont fait pour moi depuis leur salon. Ils s'amusent à capturer les joueurs, ses joueurs préférés, à 2 cm de son écran de la télévision. Et donc ce mondial laisse place à la création d'un tout nouveau mouvement artistique. Regardez sur les images, vous voyez, c'est magnifique. Cette tendance a même été relayée par des joueurs comme Michael Olise qui ne poste plus que ça sur son compte Instagram. Cette Coupe du Monde, tu viens de le dire Maxime, elle laisse place à la créativité, notamment avec les photos. Chacun s'éclate à sa manière pour vivre l'événement. Toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter par rapport à ça? Justement, il y a un créateur d'un compte TikTok, World Cup Animé. C'est un étudiant français de 20 ans qui cumule plus de 200 000 abonnés sur les réseaux. Et en fait, lui, il utilise l'intelligence artificielle pour transformer des événements de la compétition en vidéos animées et les joueurs deviennent des héros de manga finalement. Je vous propose de regarder cet extrait. Mbappé, 怒らないでくれ。俺のせいだ。全部俺が台無しにした。これは俺への罰なんだ。もっとちゃんと戦うべきだった。Maxime, pour terminer, on reste hors des terrains. Avec une rencontre, cette rencontre qui donne du baume au cœur. Dans l'hôtel des Bleus, quelques résidents restent encore là-bas. Et il y a Shirley, 96 ans. Elle sort tous les jours de son appartement pour saluer les Français avant leur séance d'entraînement. Et on peut lire, ils viennent me voir, ils me font un câlin et je leur fais un câlin. Je leur demande encore pourquoi sont-ils venus me voir, moi, alors qu'il y a tant de personnes qui vivent ici sur Retail. Tout plein d'amour, c'est une transition parfaite pour une super chronique de Mathilde, puisqu'il y en a un qui a retrouvé sa place de favori, c'est Kylian Mbappé. Malgré toutes les critiques qu'il a reçues après son arrivée au Real Madrid, club qui a eu quand même 2 saisons compliquées, on peut le dire. Tout à fait. Mais il a retrouvé sa place de favori pendant cette Coupe du Monde, justement. Il a montré une nouvelle fois de quoi il était capable. Et Mathilde, tu vas nous expliquer un peu comment s'est fait ce changement-là d'avis sur Kylian Mbappé. Oui, parce qu'il y a encore quelques semaines, Kylian Mbappé était probablement l'un des sportifs français les plus critiqués. Entre une saison compliquée au Real Madrid, son conflit avec le PSG, son rôle de capitaine en équipe de France sous le feu des critiques, ou encore son comportement parfois jugé arrogant. Bref, avant cette Coupe du Monde, finalement, il était loin de faire l'unanimité. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le vent a complètement tourné. Mais alors, comment cette Coupe du Monde est-elle en train de réconcilier Kylian Mbappé avec le public français? D'abord parce que la Coupe du Monde occupe une place à part entière dans la carrière de Kylian. Champion du monde à seulement 19 ans. En 2022, malgré la défaite en finale contre l'Argentine, il termine meilleur buteur de la compétition avec un triplé historique en finale. Et aujourd'hui, en 2026, il continue d'écrire son histoire. Avec ses performances de ces dernières semaines, il est devenu le meilleur buteur des matchs à élimination directe en Coupe du Monde avec 12 buts inscrits sur les 3 dernières éditions. Et surtout, il talonne Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition avec 20 buts, sachant qu'il n'a que 27 ans et que l'Argentin vit probablement son dernier mondial. Finalement, on a un peu l'impression, tu le dis en fait, c'est une phrase qui a été pas mal présente sur les médias, Kylian Mbappé, c'est sa compétition, c'est là où il se révèle comme le meilleur joueur qu'il est, c'est dans cette compétition. Complètement Victor. Voilà, cette fois, par contre, ce ne sont pas seulement ses performances qui marquent les esprits, c'est aussi son attitude. Sur le terrain, le capitaine des Bleus, justement, il encourage, il rassemble son équipe. Après les matchs, il ne mentionne presque jamais ses records. Il insiste sur le collectif, la concentration du groupe et la 3e étoile à aller chercher. Donc c'est une posture qui est saluée par ses coéquipiers comme par Didier Deschamps, qui le décrivent justement comme un leader naturel, très investi dans la vie du groupe. Et donc sa communication, elle a aussi évolué. En conférence de presse, ses prises de parole se font plus rares, mais elles sont aussi plus maîtrisées.
maîtrisé. Dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par la Fédération française de football depuis le début du mondial, on y découvre un Kylian plus détendu, plus proche de ses coéquipiers. Et lui, comme plusieurs joueurs d'ailleurs, plaisante beaucoup sur le surnom Moboot, un clin d'œil au montage photo et aux vidéos diffusées ces derniers mois sur TikTok, qui compare le capitaine des Bleus à l'ancien dictateur congolais Mobutu. Et donc c'est aussi une manière pour l'attaquant des Bleus de montrer qu'il prend désormais davantage de recul sur son image. Est-ce qu'on peut vraiment parler du coup de réconciliation avec le public français? Déjà, d'ores et déjà, c'est plié pour Fondel? Clairement, il y a un réel changement entre Kylian et les supporters, justement au point qu'un site internet a même été lancé sous le nom de Pardon Kylian, justement une pétition humoristique qui invite les Français qui le souhaitent à lui demander pardon pour l'avoir critiqué. Et le site est rapidement devenu viral, il a obtenu plus de 70 000 signatures et il est encore ouvert, donc ça risque d'augmenter encore. Et on voit donc assez bien le changement d'ambiance justement autour du capitaine des Bleus. Alors après, est-ce que cette réconciliation durera après la Coupe du Monde? C'est difficile à dire pour le moment. Mais en tout cas, en quelques semaines, les buts et les victoires ont relégué justement les critiques au second plan. Kylian Mbappé, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Olivier Giroud, compte désormais 64 buts en 104 sélections. Donc tout le monde le sent investi de cette mission d'aller décrocher le titre suprême, qu'il avait raté de peu il y a 4 ans. Et il avait justement promis que les Bleus reviendraient le 19 décembre 2022 lors de la finale perdue contre l'Argentine. Et donc là, il est à 2 matchs seulement de tenir sa promesse. Et donc ça suffit clairement à réconcilier les Français avec leur capitaine. On lui souhaite le meilleur. Nordine, Kylian Mbappé a grandi, a bondi. Il est en train de livrer une performance exceptionnelle pendant ce mondial. C'est un joueur qui continue de te surprendre? Non, parce que je dissocie l'équipe de France du club. Je sais qu'au Real Madrid, vous en avez parlé, il a vécu 2 saisons compliquées. Je ne dis pas qu'il a eu tort, qu'il a eu raison, parce qu'il a eu ses torts aussi pendant ces 2 années à la Maison-Blanche. Mais au Real Madrid, le pouvoir était partagé entre Vinicius et lui. Alors qu'en équipe de France, il n'y a pas de débat. Le capitaine, même si ça a fait défaut, même si ça a irrité certains joueurs, notamment Griezmann, il a pris lui le brassard de capitaine. Et il a mené des combats pour les joueurs en équipe de France qui ont encore plus installé ce statut de patron en équipe de France. Par exemple, le combat hors foot, c'est un combat sur les droits à l'image, où il a beaucoup œuvré pour que les joueurs soient libres de choisir pour quel sponsor ils participent, pour quel sponsor leur image est utilisée. Ça, il est venu, il a mis son veto, il a dit non, à partir de maintenant, je ne veux plus voir ma tête chez Netto, Intermarché et Leader Price si ce n'est pas ce que j'ai voulu, parce que lui, il est affilié à des marques. Donc du coup, il y a ces combats-là qui ont déjà monté sa stature au sein du groupe, et du coup, il est plus tranquille pour jouer son football. Et surtout qu'en équipe de France, autour de lui, il n'y a que des joueurs qui ont pas l'ego que peut avoir un Vinicius. Pareil, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, parce que peut-être qu'au Real Madrid, il n'a pas bien fait les choses non plus. Mais en tout cas, en équipe de France, déjà, j'ai dissocié les deux par rapport à tout ça. Et après, il y a les performances football au niveau du terrain. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas défendre. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas être réaliste. On a vu la première mi-temps face au Sénégal, ce qu'on n'a pas lu sur les réseaux sociaux. Mais finalement, il a répondu présent. Il s'est marqué. Il sait courir vite, il sait dribbler. Et c'est ce qu'il a montré dans cette Coupe du Monde. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça, le foot. Vrai. Comment on évalue un peu ce qu'il est en train de faire? Parce qu'on parle de la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition de foot. On parle des plus grands noms, Pelé, Maradona, Messi, Zidane, Ronaldo. Il se place où aujourd'hui dans l'histoire de cette compétition s'il va aller chercher ne serait-ce qu'une 3e finale de suite en étant constamment le joueur le plus important de son équipe ou presque? Comment on le place déjà à cet âge-là? Parmi les très grands, parce que la vision qu'on a de Kylian Mbappé, elle est différente en France qu'elle est dans les autres pays européens. Ce qu'a dit votre collègue juste avant, c'est vrai. En France, il était décrié pour plein de choses, mais dans les autres pays d'Europe ou du monde, c'était la star des Bleus. Il n'y avait pas de débat, c'était de lui dont il fallait avoir peur. Donc je le passe parmi les très grands. Et si l'équipe de France va en finale et qu'il fait une bonne finale, c'est un autre débat, mais même pour le Ballon d'Or, il se placera très bien. Faire une Coupe du Monde dans le football, ça arrive tous les 4 ans. Donc on peut être bon en Ligue des Champions, on peut être bon en saison en club, mais une Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans. Il faut être en forme 3 semaines dans 4 ans de sa carrière. C'est peut-être... comment dire ça, c'est peut-être pas pour certains joueurs qui sont bons dans la régularité, c'est pas mérité, c'est illogique, mais pour lui, il est là. Chaque grande compétition avec les Bleus, il est là, et le plus dur, c'est d'être là en Coupe du Monde. Donc je le classerai parmi les très grands joueurs, le top 10 ou le top 20, je sais pas, mais parmi quand même les 10 très grands offensifs en Coupe du Monde. Il fait ce que même Thierry Henry n'a jamais fait.
On reste sur le cas Kylian Mbappé, c'est un sujet bien moins enthousiasmant. Le capitaine de l'équipe de France a été victime de nombreuses insultes racistes de la part notamment de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla après la victoire des Bleus en 8e de finale contre l'Albiroja. Célien, salut déjà. Bonjour. C'est pas la première fois que ce genre de déclaration s'invite dans la compétition. Est-ce que c'est un cas qui illustre, parce qu'il y en aura d'autres, tu vas nous le dire, un certain racisme décomplexé face auquel on fait face? Oui, c'est totalement ça. Bon, on avait déjà eu un petit avant-goût en 2022, après notamment le sacre des Argentins, mais on a clairement passé un cap cette année. Petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi, après la défaite du Paraguay contre l'équipe de France, la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla s'en est violemment pris à Kylian Mbappé avec des propos d'une rare élégance. Je cite, il tétait des noix de coco, ou encore cette phrase, les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Mbappé, qui avait déjà éteint la sélection paraguayenne sur le terrain, a décidé de faire d'une pierre deux coups et de lui répondre sur X. Il l'a qualifié de méprisable et d'indigne de sa fonction. Résultat, Céleste Amarilla n'a pas pu s'empêcher d'en remettre une couche et de demander même son extradition. Et comme ce n'était pas assez, l'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert a visiblement trouvé pertinent de qualifier l'équipe de France d'équipe d'Afrique. C'est une réflexion que partage par exemple le président du parti d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour. Ce type de cas, c'est des cas isolés ou ça concerne uniquement que l'équipe de France? Non, rassurez-vous, il y en a eu à l'appel. Au-delà de la France, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore le Canada ont vu certains de leurs joueurs être ciblés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Un classique du genre, lorsque ça gagne, on prône la mixité et quand ça perd, on va chercher bizarrement les origines de chacun. Et quand on ne peut plus s'en prendre aux joueurs, on s'en prend au continent dans sa globalité. Après l'élimination de la Croatie face à l'Angleterre, l'ancien défenseur Dejan Lovren a tenu un discours aussi fin que simpliste. On n'est pas le Congo. Le retraité allemand Bastian Schweinsteiger a lui décrit le jeu ivoirien de désordonné et sauvage. Même refrain du côté du sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, qui a expliqué la victoire serrée de son équipe face au Sénégal par la difficulté de ces équipes-là à garder leur structure tactique en fin de match. En gros, on recycle le vieux mythe des sélections africaines, physiques et instinctives, mais tactiquement naïves face à la pression. Enfin, si vous pensiez qu'il fallait être un acteur du jeu pour subir des injures racistes, détrompez-vous. Le streamer iShowSpeed, suivi par plus de 160 millions d'abonnés, est chargé de suivre le mondial en direct. C'est notamment fait insulter de singe par un supporter argentin lors de la rencontre face à l'Égypte. Contre le Cap-Vert, il avait été aussi invité à aller pleurer au zoo par une supportrice argentine. Avec tous les éléments là que tu nous cites, la FIFA, est-ce qu'elle agit? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Il y a de la communication, il y a des réprimandes, qu'est-ce qui se passe? Sur le papier, il devait en faire beaucoup et dans les faits, il y a très peu d'actions qui sont mises en place. Une enquête ouverte après les insultes envers iShowSpeed, un message de soutien de Gianni Infantino à Kylian Mbappé, et puis c'est à peu près tout. Pas d'enquête ni de communiqué sur les insultes racistes envers les joueurs, pas d'avantage sur les discriminations subies par les staffs et les supporters africains à leur arrivée sur le sol états-unien. Autre exemple, cette fois sur le terrain, avec le sélectionneur égyptien Hossam Hassan, qui a réalisé le signal anti-racisme face à l'Argentine, mais l'arbitre François Le Texier n'a rien fait. Pierre, il lui a même adressé un carton jaune pour une institution qui martèle que le football unit le monde à chacune des pauses fraîcheurs. C'est quand même un sacré comble. Merci Célien. Nordine, tu suis attentivement le football africain. Je pense que ça t'évoque énormément de choses. Les poncifs que Célien a cités, ces équipes africaines, voilà le cliché comme il le disait très bien, les équipes physiques qui sont finalement incapables de réfléchir, d'être organisées tactiquement et d'assumer ensuite. En fait, il y a trop à dire et peu à dire. C'est que quand tu pars avec un biais dans la tête, on peut te montrer l'inverse, peut tout te montrer et tu resteras avec ce biais dans la tête. Un raciste, que le Sénégal aille au bout en Coupe du Monde, il va rester raciste. C'est malheureux, mais en fait, dans la tête de ces gens-là, ces équipes-là n'ont rien à prouver. Il ne faut pas que le Sénégal arrive en Coupe du Monde pour dire on va prouver à la Côte d'Ivoire, on va prouver à Bastian Schweinsteiger qu'on n'est pas des sauvages, qu'on est ordonné. Non. Le but, c'est de jouer pour sa nation. Au pire, jouer pour le continent si on se sent africain ou certains, voilà. Il y a aussi des polémiques sur ça, mais chacun représente son pays, chacun représente son football. Mais de dire je vais répondre à lui, non. Et ce qui est étonnant, c'est que pour c'est une sénatrice paraguayenne, elle a fait dans le cadre de sa fonction. Ouais, elle a fait avec un micro tendu, c'est pas un propos pris en off dans un restaurant, ce qui aurait été dramatique au même sens, au même point. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est pire que décomplexé, c'est assumé par ces nations-là.
On l'a vu en finale de Coupe du Monde en 2022 avec l'Argentine, où il y a eu, au Kun Agüero même l'a dit dans un live Twitch, l'ancien international argentin, un grand joueur quand même, Kun Agüero, qu'on connaît tous, qui a gagné de nombreux titres avec Manchester City, qui a dit pour lui, l'équipe de France, c'est une équipe d'Africains, quoi. Enfin, c'est une équipe qui sélectionne des joueurs africains. En fait, ce racisme-là, il est endémique à certains pays, à certaines sélections. Et je pense que la seule qui pourrait faire quelque chose, c'est la FIFA, qui ne fait pas assez, qui ne fait rien du tout. La FIFA, c'est qui vont dire non, pas de politique, mais il n'y a que Trump à la cérémonie d'ouverture. Enfin, il n'y a que Trump qui fait la cérémonie de tirage au sort des équipes. Alors que ce n'est pas politique, mais où est le Mexicain, où est le Canadien, bref. En tout cas, voilà, la FIFA est un paradoxe complet dans ce football, parce qu'elle désunit plus que ce qu'elle n'unit. L'UEFA, c'est différent, et c'est pour ça que les deux ne s'entendent pas d'ailleurs. Donc voilà, on a vu même que l'histoire des visas, tout simplement. L'histoire des visas, l'arbitre éthiopien qui n'a pas pu accéder aux États-Unis, une organisation normale dirait non, il vient arbitrer pour nous, on a accepté qu'il soit là, vous lui faites son visa. Mais non, donc c'est du racisme, c'est un problème sociétal aussi qui en découle de la FIFA, de certains biais qu'on a. Mais en tout cas, les nations africaines n'ont pas du tout à jouer pour une autre personne. Elles jouent pour leur pays, elles montrent qu'elles sont des bonnes équipes, et même si elles ne sont pas des bonnes équipes, elles ont le droit d'être là comme tout le monde, tout simplement. C'est une bonne transition que tu nous fais sur la FIA, parce qu'on va revenir avec Théo qui vient d'arriver en plateau. Salut Théo. On va aussi revenir sur un scandale qui a fait beaucoup parler la semaine dernière. Le joueur états-unien Folarin Balogun avait écopé d'un carton rouge contre la Bosnie. Il était censé ne pas prendre le départ de ce match. Il a pourtant joué contre la Belgique en huitième de finale. Théo, tu vas nous raconter cette histoire qui concerne à la fois la FIFA et un certain Donald Trump que tu viens d'évoquer. Exactement. Mais alors, pour bien comprendre, il faut revenir au 1er juillet, donc c'est le 16e de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Donc Balogun est expulsé pour une semelle sur les défenseurs bosniens, un geste clair, un carton rouge qui vient directement, et puis donc logiquement, suspension automatique pour le match d'après. Balogun ne devait pas disputer le match contre la Belgique, mais Donald Trump ne l'entendait pas de cette oreille. Il aurait appelé Gianni Infantino le mercredi suivant pour demander le réexamen de la sanction. Comme l'a révélé le New York Times et confirmé une source proche du dossier à l'AFP, donc la commission de discipline de la FIFA s'exécute, s'appuyant sur l'article 27 de son code disciplinaire. Et immédiatement, Trump remercie la FIFA sur Truth Social, son réseau social. Merci à la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice. Alors la grande injustice, elle est plutôt dénoncée côté belge, la fédération qui s'insurge, se dit stupéfaite et fait appel sans succès. Et puis de manière générale, c'est un tollé en Europe. Cet article n'avait jamais été utilisé par la FIFA auparavant. Des eurodéputés ont même adressé une lettre aux 27 fédérations nationales de l'UE en demandant une enquête sur Infantino pointant des violations potentielles de la neutralité politique. Ce type d'ingérence politique-là, est-ce que ça s'est déjà passé ou est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Alors, c'est pas du tout une nouveauté, bien au contraire, en fait, ça remonte presque aux origines de la compétition. En 1934, par exemple, donc l'Italie fasciste organise le 2e mondial de l'histoire. Mussolini voit une occasion de glorifier son régime et donc il s'immisce dans tous les aspects de la compétition. Il facilite la naturalisation de joueurs argentins pour renforcer l'effectif de la Squadra Azzurra. Il se rend dans les vestiaires. Il y a un arbitrage qui est très clairement en faveur de l'Italie à ce moment-là. Un exemple, le quart de finale, donc face à l'Espagne. Une faute évidente sur le gardien qui n'est pas sifflé, un penalty manifeste qui n'est pas accordé, et puis aussi Mussolini dîne avec les arbitres. Il faut bien comprendre qu'il avait dîné avec l'arbitre qui a arbitré la demi-finale et la finale en tête-à-tête avec lui. Donc voilà, on est sur des ingérences assez manifestes, mais c'est pas du tout le seul exemple. Il y en a dans l'histoire plus récente, en 78 par exemple, avec le général Videla, donc cette fois-ci en Argentine. C'est l'Argentine qui organise le mondial. Et pour accéder à la finale, l'Albiceleste devait battre le Pérou avec 4 buts d'écart. Résultat 6-0, un match qui est une victoire qui est trop belle pour être vraie selon le titre de SoFoot qui s'interroge sur cette victoire. Des témoignages en fait convergent et évoquent un accord entre les deux régimes, donc un échange d'opposants politiques péruviens qui auraient été livrés à la junte argentine. Bien que jamais établi judiciairement, ce scénario est corroboré par de nombreuses personnalités, notamment des joueurs argentins même, puisque le milieu Ricky Villa dira plus tard, il ne fait aucun doute qu'on a été utilisé à des fins politiques. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on fait face au même cas de figure aujourd'hui avec Donald Trump qui fait
pour réintégrer ce joueur états-unien? Alors, il faut bien comprendre qu'effectivement, l'affaire Balogun, ce n'est pas un accident de parcours, c'est vraiment l'aboutissement d'une relation qui s'est construite entre Trump et Infantino, vous en parliez tout à l'heure. Il y a les bureaux de la FIFA qui ont été installés dans la Trump Tower à l'initiative de Infantino. Et il y a ce fameux prix de la paix, effectivement, qui a été décerné au président américain en 2025. D'autres éléments aussi, Infantino était présent lors de l'investiture du président des États-Unis et les deux entretiennent de manière générale une relation assez proche. Selon le New York Times, c'est une stratégie en fait de la part d'Infantino. Trump pourrait perturber l'organisation du tournoi en jouant sur les visas, sur l'immigration, on en parlait, et il vaut mieux le ménager. Et cette stratégie, en fait, même si elle n'a pas payé, en tout cas, elle s'est vérifiée, puisque l'arbitre somalien qu'on évoquait, le cas de l'équipe d'Iran, dont 15 personnes ont été effectivement refusées, plus le fait qu'ils aient dû s'installer au Mexique. On a également le cas de l'attaquant irakien Ayman Hussein, qui a été interrogé pendant plus de 7 heures lors de son arrivée sur le territoire. Et donc, tout ça montre effectivement la stratégie qu'essaie de mettre en place Infantino, qui laisse une grande place à Trump aussi dans ce mondial, puisqu'il a officialisé que c'est lui qui remettrait le trophée lors de la finale, ce qui montre bien l'implication que va avoir le président américain dans la compétition. Et justement, pourquoi Infantino laisserait autant de marge de manœuvre à Donald Trump? On pourrait même le dire, pourquoi la FIFA instaure vraiment une dépendance vis-à-vis du président des États-Unis? Effectivement, on peut se poser la question, et la réponse, elle est avant tout économique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, c'est le marché le plus stratégique pour le développement du football mondial. La FIFA y a installé en fait une partie de ses activités, et puis le pays co-organisera la Coupe du Monde féminine en 2031. Donc les droits télévisés, les partenariats commerciaux, le développement de la MLS, tout pousse Infantino à pas se brouiller avec la Maison Blanche. Et puis Trump, il a aussi ses propres raisons d'utiliser la compétition à son avantage. L'arrivée des élections de mi-mandat, le mondial est une vitrine. Et puis, selon le politologue Kevin Weisser, c'est pas une romance qu'on voit en ce moment entre Trump et Infantino, c'est bien un rapport de force. Trump veut que le monde s'adapte aux États-Unis et pas l'inverse. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, voilà, on a vu qu'il y avait Mussolini qui intimidait les arbitres dans l'ombre des vestiaires, Videla qui corrompait dans le secret des dictatures. Mais là, Trump remercie publiquement la FIFA qui ne bronche pas. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'ingérence, elle est plus dissimulée, elle est même mise en scène. Très bien, merci Théo. On ne va pas forcément rebondir dessus vu qu'on a échangé avec toi et je pense qu'on avait déjà pas mal d'informations. On a eu un point sur du racisme, on a eu un point sur de la politique. Alors on va souffler un peu, nouvelle pause fraîcheur, la deuxième et un retour attendu, celui de Maxime qui va pas tarder à s'installer en plateau. Cette fois, pas besoin de se désaltérer, on passe à table. Ce mondial, c'est 3 pays hôtes, c'est 3 types de cuisine, même un peu plus en réalité si on va dans le détail. Mais pour Maxime, c'est 4 pépites culinaire que tu nous as sélectionné. Voilà, c'est ça. Et on va commencer par le phénomène numéro 1 de cette Coupe du Monde. Rien d'impressionnant sur le papier, il s'agit de la sauce ranch. Alors, c'est une sauce blanche, bien crémeuse, élaborée à base de beurre, d'ail et d'herbes. Les Américains en mettent absolument partout, sur les pizzas, les frites, les ailes de poulet et même sur les carottes. Alors, les fans du monde entier qui débarquent aux États-Unis sont devenus accros à cette sauce. Les vidéos de supporters européens qui trempent leur pizza dans un bol de sauce ranch tournent en boucle sur TikTok. Sur le réseau social Reddit, un supporter européen est allé encore plus loin en écrivant que la sauce ranch devait être un droit humain. Alors l'histoire ne s'arrête pas là parce que des touristes complètement conquis par cette sauce veulent en ramener chez eux. Ils repartent avec des bouteilles entières de sauce ranch dans leur bagage, mais aux États-Unis, un liquide en cabine, c'est maximum 100 ml. Résultat, la police de l'air américaine, la TSA, a dû intervenir avec un message sur les réseaux. Si vous êtes venu pour un très grand événement sportif et que vous avez découvert le ranch pendant votre séjour, s'il vous plaît, mettez-le en soute au retour. Et certaines marques américaines ont même flairé le bon coup. Ils ont lancé des kits de voyage spécial ranch conformes TSA. Voilà. Gros engouement autour du ranch. Et la sauce ranch, justement, ça se mange avec de la viande. Et les Argentins, ils s'y connaissent à ce niveau. Voilà, et alors cette deuxième histoire est assez drôle parce qu'un supporter argentin sans son bœuf national, c'est un peu comme un Français privé de son fromage préféré pendant un mois. On a pu lire dans la presse américaine des témoignages d'Argentins qui ont carrément fait venir plus de 500 kilos de viande de chez eux et direction les grillades organisées près des stades pour ne surtout pas avoir à se contenter du bœuf local. Et pendant ce temps, juste à côté, les restaurateurs texans spécialisés en barbecue, eux, se préparent depuis des semaines à l'afflux, 4 jours de préparation et 12 heures de cuisson pour un brisket, c'est de la poitrine de bœuf.
Là, c'est une autre viande qui a posé problème. Oui, parce que l'Écosse qui s'est qualifiée après 28 ans d'absence. Alors pour célébrer ce retour, les supporters, ceux de la Tartan Army, ont débarqué en masse. Mais petit problème, leur plat national, le haggis, cette panse de brebis farcie aux abats, est interdit à la vente depuis 1971 aux États-Unis. La raison, il contient du poumon de mouton banni par les autorités sanitaires. Alors la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a signé un décret symbolique pour légaliser le haggis dans son État aux côtés d'un podcasteur écossais et elle a publié la vidéo sur son compte Instagram. Steakhouse, Boston. Okay. Governor, what were you just saying? We made haggis legal in Massachusetts. Official. La vidéo a fait plus de 600 000 vues sur Instagram, sauf que ce n'était pas un vrai décret, aucune loi n'a changé, le haggis reste illégal. La gouverneure elle-même est revenue le lendemain sur les réseaux pour clarifier, c'était bien une blague. Pour finir, Maxime, tu nous parles d'une rencontre culinaire totalement inattendue. Et pour ça, il faut qu'on parte au Canada. Gary Bishop, un supporter écossais venu de Glasgow, il apparaît dans la presse locale en maillot de l'Écosse, dans les rues de Toronto. Il découvre alors pour la toute première fois de sa vie la poutine, ce plat culte canadien fait de frites, de fromage en grains et d'une sauce brune bien épaisse. Il n'en avait jamais entendu parler avant d'arriver et il a répondu à un journaliste d'Happy News que le plat était absolument délicieux. Et pour ceux qui se demandent si tout ça a un prix sur place, d'acheter toutes ces bonnes choses, eh bien oui, et même assez cher parce que certains supporters ont eu quelques sueurs froides en découvrant les additions dans les stades, jusqu'à 19 $ pour une pinte de bière, comptez 15 $ pour une seule part de pizza, et puis pour une pause fraîcheur, rien ne vaut une bouteille d'eau, sauf que dans les stades du mondial, elle coûte plus de 6 € pour 50 centilitres. Gros budget pour se nourrir pendant ce mondial. Et un mondial qui serait quand même rien, donc sans les plats et les recettes culinaires, mais aussi sans les supporters. Les supporters, ils sont importants dans ce mondial, puisque c'est la part un peu, la ferveur, quoi. Mais pendant ce mondial, on avait quand même une crainte, c'est que les gradins soient vides. À cause du prix des places, notamment, on en a beaucoup parlé, ça a fait polémique. On s'est demandé si justement il y allait avoir des tribunes remplies. Et au final, c'est ce qu'on a vu pendant les matchs. Inès, toi aussi tu l'as remarqué, les tribunes étaient pleines à craquer. Oui, clairement, c'est un pari réussi pour la FIFA. C'est même l'une des grandes surprises de cette Coupe du Monde. Malgré des prix exorbitants qui ont été très critiqués ces derniers mois, les supporters ont répondu présents avant même la fin de la phase de groupe. Selon les chiffres communiqués par la FIFA, plus de 2,3 millions de spectateurs avaient déjà passé les portes pour assister aux rencontres, soit une moyenne impressionnante de 64 000 spectateurs par match. Un record historique a même été battu le 16 juin lors d'une journée avec 4 rencontres. Plus de 281 000 spectateurs étaient présents dans les stades. C'est plus que le précédent record du mondial de 1994 qui avait lieu aussi d'ailleurs aux États-Unis. Mais attention, derrière les tribunes pleines, il y a aussi des absents. Les 500 supporters ivoiriens n'ont pas pu obtenir leur visa. Et côté Sénégal, c'est une première historique aussi. Aucune délégation officielle n'a pu se déplacer. Quant aux Algériens, ils ont aussi été freinés par les visas et par le coût du voyage. Donc oui, les stades étaient remplis, mais pas forcément avec tous les supporters qui auraient voulu y être. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette Coupe du Monde est surnommée la Coupe du Monde des riches. Justement, quels sont les supporters? Alors, on va le voir, ce sont des pays qui ont un bon pouvoir d'achat, mais quels sont les supporters qui ont marqué le mondial? Je dirais les Écossais sans hésiter. C'est vrai qu'ils attendaient une Coupe du Monde depuis 28 ans et ils ont transformé leur retour en un véritable événement. Les réservations de vol depuis le Royaume-Uni vers Boston ou Miami ont augmenté d'environ 1000% quand même pendant la compétition. À Boston, les supporters parlaient même d'une ville transformée avec des milliers d'Écossais dans les rues. Évidemment, on ne peut pas parler de supporters sans citer les Norvégiens, moins nombreux certes, mais ils ont quand même marqué, notamment sur les réseaux sociaux, avec le Viking Row que vous voyez à l'écran, une célébration inspirée de l'imaginaire viking. Et c'est bientôt la finale. On peut aussi citer les Marocains, excuse-moi Sherazade, je continue, parce que quand même il faut citer les Marocains, ils étaient présents hier soir, vous l'avez bien vu, au match face à la France. Et bien face à cette forte demande, Royal Air Maroc a ajouté 8800 places d'avion entre le Maroc et l'Amérique du Nord. Bon évidemment, plus largement, on a vu une très très forte présence européenne, par exemple les réservations d'avions ont doublé pour les Allemands et ont augmenté de 30% pour les Français. La finale cette fois avec du coup le 19 juillet, dimanche 19 juillet, pardon. À quelle ambiance on doit s'attendre? Parce qu'on a vu les places, les prix des places, tu vas nous les citer, mais
souvent démentiel. C'est quoi en fait l'ambiance qu'on peut attendre sur ce genre d'événement? Oui, c'est vrai, les tarifs, ils ont atteint des niveaux vraiment jamais vus jusqu'ici. Pour la finale, certaines places en catégorie 1 sont montées jusqu'à 9 500 € quand même. Par titre de comparaison, ça coûtait 1 400 € lors de la finale 2022 au Qatar. En fait, la tarification dynamique mise en place par la FIFA fait que la demande, lorsqu'elle est importante, les prix augmentent. Et donc, résultat, plusieurs supporters ne peuvent tout simplement pas suivre leurs équipes jusqu'au bout. Pour vous donner une petite idée, Football Supporter Europe a calculé qu'un supporter ghanéen devait consacrer l'équivalent de 590 jours de salaire pour pouvoir se payer un tel billet. Donc oui, pour l'instant, on ne sait pas sur la pelouse quelles équipes seront présentes le 19 juillet, mais ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir moins de supporters passionnés dans les tribunes pour ce dernier match. Et c'est aussi ce qui montre que cette Coupe du Monde, c'est vraiment un luxe aujourd'hui, quoi. Habituelle problématique en effet, qui fait que de grimper année après année, c'est sûr. Ce qui va monter aussi, et ce qui a monté en tout cas ces dernières semaines, c'est la chaleur. Les supporters français n'ont pas tous pu aller se déplacer en Amérique du Nord pour voir les matchs, mais ils ont quand même subi, vous l'avez sûrement eu, le bar ou l'appartement plein de chaleur au moment de suivre les matchs. Sur le continent américain aussi, le mercure a explosé, avec des températures qui ont parfois perturbé le déroulé de la compétition d'une manière ou d'une autre. Alors Maude, bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que, au vu du dérèglement climatique qu'on connaît, on peut encore organiser des grands événements sportifs en plein été? Alors c'est vrai qu'on se pose la question puisque aux États-Unis, la canicule s'est invitée parmi le mondial. Il y a eu en fait une énorme vague de chaleur dans l'est du pays. Au tout début du mois, le 3 juillet par exemple à New York, on mesurait une température d'environ 45 degrés. Des températures un peu similaires aussi à Boston et à Philadelphie où on dépassait les 40 degrés. Donc évidemment, ça a eu un impact sur les matchs de la Coupe du Monde parce que même si les États-Unis, on les connaît aussi pour leur amour de l'air conditionné, tous les stades ne sont pas climatisés, notamment ceux qui sont à ciel ouvert. C'était le cas par exemple du stade de Philadelphie où les Bleus, le 4 juillet, ont affronté et battu le Paraguay. Mais le coup d'envoi avait lieu à 18h heure locale et à ce moment-là, dans le stade à l'ombre, il faisait encore 38 degrés. Donc cette chaleur, ça commence à sérieusement inquiéter les footballeurs professionnels. Il y a le syndicat des joueurs pros qui a rendu un rapport. Ils expliquent que les villes de Kansas City, Monterey ou encore Miami, ce sont des villes où il y a un risque extrêmement élevé de blessures qui sont liées au stress thermique. Et justement, c'est à Miami que l'Argentine et le Cap-Vert se sont affrontés le 3 juillet en pleine canicule. Il faisait plus de 30 degrés. Donc faire du sport par des températures aussi extrêmes, évidemment, c'est nocif pour le corps. Mais en plus, la canicule, elle vient avec un autre risque, c'est celui des orages. Parce que le protocole de la FIFA est extrêmement clair en cas d'orage, c'est-à-dire qu'on a un périmètre de 13 km autour du stade et si un éclair tombe dans ces 13 km, la rencontre doit être suspendue pendant au moins 30 minutes. On l'a bien vu pendant le match France-Irak. Donc on a un match qui a été interrompu pendant plus de 2 heures parce qu'à chaque fois qu'un nouvel éclair tombait, le compte à rebours revenait à zéro. Et ces règles, elles sont très contraignantes, mais elles n'ont pas du tout été faites au hasard. En fait, il y a un danger pour le joueur qui est vraiment réel. Parce qu'en 2025, par exemple, on a un joueur serbe qui est mort électrocuté par un éclair pendant un match amical, même cas en 2024, où c'était un joueur péruvien qui avait été tué par la foudre pendant une rencontre. Et justement, comment on peut essayer de s'adapter face à ces climats-là pendant ces compétitions sportives ? Bon, alors la FIFA a mis en place quelques ajustements, certains qu'on connaît bien, les fameuses pauses fraîcheurs. Donc depuis le début de la compétition, on a pu voir à chaque période de jeu maintenant, au milieu, il y a une pause de 3 minutes pour permettre aux joueurs de se rafraîchir, de s'hydrater. La FIFA, elle présente cette mesure comme une façon de lutter contre les fortes chaleurs. Dans les faits, il y a beaucoup de supporters et de spécialistes du foot qui dénoncent des pauses qui vont surtout servir à diffuser beaucoup de publicité. Donc une décision qui serait plus économique que vraiment pour prendre en compte les enjeux climatiques. Mais pour les joueurs, la fédération, elle prévoit aussi de l'eau, de la glace, des ventilateurs, des serviettes froides, des brumisateurs. Sur les bancs des remplaçants, ils ont installé des climatiseurs et les supporters de leur côté, ils ont eu le droit d'entrer dans les stades avec leur bouteille d'eau. Sacré luxe. La Coupe du Monde, c'est pas le seul événement qui est impacté par les chaleurs. Il y a certaines personnes qui sont actuellement en train de trimer sur un vélo en ce moment. Le Tour de France, c'est aussi concerné par ces problématiques et comme beaucoup d'autres. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que plein de grandes compétitions sportives sont organisées en été. Donc on a cité la Coupe du Monde, le Tour de France, il y a aussi les Jeux Olympiques. C'est logique, puisque le public est forcément plus disponible en été, c'est là que les gens sont le plus en vacances, qui vont avoir le temps de suivre les événements à la télé ou de se déplacer pour y aller en vrai. Mais en fait, avec le changement climatique et les vagues de chaleur de plus en plus extrêmes qu'on traverse, il va peut-être falloir repenser ce calendrier. Parce que là, on se retrouve en été 2026, on a des matchs de Coupe du Monde aux États-Unis qui se passent sous 40 degrés, on a des étapes du Tour de France
qui doivent se dérouler sans public à cause des incendies. Donc on voit bien qu'on est déjà dans une situation extrêmement complexe et les prévisions ne sont pas bonnes pour l'avenir, puisque selon les climatologues, en 2049, on pourrait avoir des pics de chaleur qui seraient à plus de 55 degrés. Donc à cette température, les ballons, ils auront fondu avant même le coup d'envoi. Justement, comment on peut s'annoncer, comment on peut se placer par rapport à la prochaine édition Et bien, le problème, c'est que la Coupe du Monde elle-même elle participe au réchauffement climatique. L'édition 2026 qu'on est en train de suivre avec assiduité, c'est la plus polluante de l'histoire. Il va y avoir a priori une émission de 9 millions de tonnes de CO2, ça c'est les estimations d'un rapport britannique. Et c'est notamment dû au fait que cette compétition elle se déroule dans 3 pays, Mexique, Canada, États-Unis, ce qui veut dire beaucoup de déplacements des supporters et aussi des joueurs, beaucoup de déplacements en avion et énormément de pollution. Mais la FIFA voit toujours plus grand, 3 pays c'était pas assez. Donc l'édition 2030, elle sera encore plus énorme, puisque, on l'a cité tout à l'heure, ça va être les 100 ans de ce mondial. Alors, à nouveau, 3 pays hôtes, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, on est déjà sur 2 continents différents. Mais en plus, il va y avoir des matchs de célébration du centenaire qui, eux, auront lieu en Amérique du Sud, en l'occurrence en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Pour vous donner une petite idée, on va avoir un match de célébration à Buenos Aires et des matchs de la compétition qui, eux, seront à Barcelone. C'est des villes qui sont à plus de 10 000 km de distance. On peut donc s'attendre à un bilan carbone qui va exploser et ça ne va pas nous aider à réduire les prochaines canicules. Réjouissante nouvelle. Comment, Nordine, avant de conclure, on va arriver à la fin de ce live, comment tu te projettes en fait sur les prochaines éditions de la FIFA qui sont toujours plus gigantesques, qui, on l'a annoncé, vont peut-être accueillir un nouveau stade au Maroc qui sera le plus grand stade du monde. Il y a toujours cette ambition débordante. Tu as parlé du Maroc qui investissait lourdement. Comment on voit ça en fait et comment tu vois la suite de cette compétition qu'on va toujours continuer à suivre en fait? Comme disait votre collègue, c'est vrai que l'été c'est plus facile à suivre pour le public, mais on a vu à l'inverse que la compétition, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui avait été décriée pour plusieurs raisons, dont l'ajustement, parce qu'au foot c'est le sport très conservateur. Vous avez vu, on a changé 3 règles, on en a parlé pendant 1 mois, alors qu'au rugby, ils changent de règles pratiquement toutes les années pour fluidifier le jeu. Là, 3 règles ont changé, tout a été bousculé, c'est le football. Mais c'est vrai que pourquoi pas revenir sur une compétition l'hiver en fonction des pays. Au Qatar, au final, ça n'a pas bouleversé le quotidien de certains Français qui l'ont regardé de la télé. Donc, ils ont dû adapter les horaires, les congés en fonction des matchs. Et dans tous les cas, les matchs sont la journée. Donc, bon, pas pour cette Coupe du Monde, mais les Coupes du Monde, habituellement, c'est juin. Il y a des matchs à 15h, à 18h. On est souvent, pour certains, ils sont souvent au travail, certains ne peuvent pas. Donc ça ne changerait pas vraiment le rythme. Revoir ça et après, malheureusement, moi ce qui me dérange, c'est sur les déplacements des équipes. Parce que ok, si on parle des supporters, mais les déplacements des équipes et des supporters, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, c'est beau, on a vu Gianni Infantino faire tous les matchs. Mais là, si on parle du bilan carbone, c'est catastrophique. Et certaines équipes, notamment le Maroc, je crois qu'ils ont fait 2 fois plus de kilomètres, en dizaines de milliers, que d'autres équipes. En fait, c'est ça qu'il faut gérer. Je pense que Coupe du Monde, déjà, c'est sur un seul pays. Déjà pour moi, un seul pays, ça permet d'unifier le pays autour d'une compétition, de mettre une étiquette sur le pays pour la compétition. Donc je pense que c'est déjà revoir ça, éviter d'éclater, de faire sur plusieurs pays. Je pense que ça serait mieux pour tout le monde déjà, pour les déplacements. On va rester du coup en 2026. La Coupe du Monde, c'est encore en train de se dérouler. Les demi-finales, c'est mardi. France, on ne sait pas la prochaine équipe. Espagne ou Belgique, ça se jouera ce soir. Réponse ce soir vers 23h environ. Et puis on va souhaiter une bonne fin de Coupe du Monde en espérant que la France aille chercher une 3e étoile. On souhaite la 3e étoile et puis on vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce live.